Bonjour et bienvenue au deuxième épisode de podcast Europé. Aujourd'hui, nous avons le grand honneur d'accueillir professeur Michel Fabre. Professeur Fabre est professeur émérite de l'Université de Nantes. Il est spécialiste de la question de l'éducation et de la pédagogie. Il était directeur de centre de recherche en éducation de Nantes, créateur de la revue Recherche en éducation et aussi cofondateur de la Société francophone de philosophie de l'éducation. Aussi, il est auteur de nombreuses publications et ses recherches portent principalement sur la question de la formation, chez par exemple Rousseau, John Dewey et Bachelard, aussi sur la philosophie de la problématisation, des questions de réflexion philosophique, éthique et sur philosophie de l'éducation, et aussi sur la formation des enseignants. Merci professeur d'avoir accepté notre invitation. Commençons par une question qui est liée au thème de notre journée d'études, qui était sur la question de la transition dans un monde problématique. Vous avez donné une conférence très intéressante sur la possibilité de la transition et la question du monde problématique et problématisation. Je propose de poser une question sur le même sujet, à savoir la situation de nos sociétés d'aujourd'hui, qui sont des sociétés en pleine crise avec des problèmes pernicieux. Face aux difficultés d'initier des actions dans une telle situation, comment est-il possible de formuler une théorie d'action collective? Merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. Oui, je repartirai un petit peu de mes réflexions sur ce que j'appelle le monde problématique. Alors, évidemment, je suis bien conscient de parler surtout pour les sociétés occidentales. Dans les sociétés occidentales, nous vivons alors ce que certains appellent une crise de civilisation, mais qui remonte probablement à la modernité. C'est-à-dire qu'au fond, la modernité, c'est la mise en question, l'interrogation un petit peu perpétuelle sur ses traditions, sur ses valeurs, etc. Donc on est une société, oui, qui prend du recul, qui s'interroge, et en s'interrogeant, elle conteste en tout cas le fondement des idées, des traditions. Et par monde problématique, j'entends un monde au sens de Nietzsche, qui finalement où Dieu est mort, c'est-à-dire où les idéaux, ce que c'est qu'une famille, ce qu'un homme, une femme, ne sont plus des certitudes, et c'est un monde où la question qu'est-ce que, voilà, pour aller à l'essentiel, c'est un monde où la question qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui, qu'est-ce qu'une femme aujourd'hui, qu'est-ce que l'école, qu'est-ce que la liberté, enfin on peut multiplier les interrogations, ne va plus de soi, et ne peut plus donner lieu à une définition platonicienne sur une essence. Mais disons, pour aller vite, c'est un monde où les idées et les idéaux sont devenus des problèmes et des problématiques. Voilà, il y a une problématique de
être homme aujourd'hui, une problématique d'être femme aujourd'hui, ça va pas de soi, ça s'invente, ça se construit, ça se déconstruit, ça se reconstruit. Voilà, donc on est dans ce monde-là, et évidemment, il y a plusieurs attitudes possibles vis-à-vis de ce monde-là. Une première attitude, c'est de refuser le changement et de se crisper sur des traditions que l'on défend contre vents et marées, hein, qu'on défend contre tout changement. C'est les différentes formes d'intégrisme, hein, qu'ils soient religieux, idéologiques, politiques, etc. Il y a une deuxième attitude qui est cynique, c'est-à-dire finalement dans ce monde-là, comme il n'y a plus de valeurs qui tiennent, eh bien on fait ce qu'on veut. Et puis au fond un certain relativisme aussi, hein, voilà. Et puis il y a une attitude qui consiste à dire essayons dans ce monde-là de chercher des points fixes, au moins éthiques et politiques, qui permettent non seulement de vivre, mais de penser et de vivre à peu près correctement. Voilà. Et donc dans le modèle, je vais le chercher chez Jean Dewey, avec son idée d'enquête, qui renvoie à ce qu'il appelle la méthode galiléenne, c'est-à-dire un processus d'interrogation qui n'en est pas d'absolu, mais qui admet des points de fixation provisoire. Hein, c'est-à-dire, au fond, on ne peut pas tout mettre en question en même temps. Et pour l'activité de questionner exige qu'il y ait des points fixes, au moins provisoires, qui me permettent justement de questionner. Ça rejoint l'interrogation de Wittgenstein dans son dernier livre qui s'appelle « De la certitude », où Wittgenstein dit on peut pas douter de tout, ça n'a aucun sens, parce que pour douter, il faut avoir des points fixes. Et il y a des métaphores comme une porte ne peut s'ouvrir et se fermer que s'il y a des gonds fixes. Ou bien le fleuve d'Héraclite ne peut s'écouler qu'entre des berges. Alors peut-être quelquefois il y a des inondations. Enfin bon, ça. Voilà. Et donc les inondations, c'est justement le fait que il y a plus de points fixes et que on est vraiment emporté par le flot, quoi. Voilà. Donc il me semble que chez Dewey, on trouve l'idée que dans ce monde problématique, il y a tout de même 2 ou 3 idées. Alors, on ne sait pas si elles sont des idées, ce sont des absolus, hein, mais en tout cas, ce sont des sortes d'étoiles, hein, auxquelles on peut se fier. Il y en a. Alors, il dit au fond, notre expérience d'occidentaux, elle est composée notre idéal d'expérience occidentaux, elle est composée de 2 ou 3 idées, à savoir l'idée de personne, qui nous vient du christianisme. C'est l'idée que reprend Kant, hein, à savoir que l'homme ne peut pas être un moyen, mais toujours une fin. Il y a l'idée de démocratie, c'est-à-dire au fond que les problèmes de la société devraient être débattus par ce que Dewey appelle des publics, c'est-à-dire des groupes de citoyens qui s'emparent de problèmes, et que la démocratie ne consiste pas simplement à un régime politique, mais à une forme de vie, c'est-à-dire que tous les secteurs de la vie, la famille, l'entreprise, l'école, etc., devraient être l'objet de discussions démocratiques sur les décisions à prendre. Voilà. Et donc la personne, la démocratie, et cette idée d'éducation, hein, savoir que au fond,
L'éducation, c'est un processus continu d'enrichissement de l'expérience, avec cette idée que toute expérience n'est pas forcément éducative, mais seulement est éducative l'expérience qui ouvre sur d'autres expériences, c'est-à-dire qui est pas une impasse, mais qui permet de faire d'autres expériences à l'avenir. Et la deuxième dimension de l'ouverture, c'est que c'est une expérience qui s'ouvre sur les expériences des autres. Et donc ces trois idées, la personne, la démocratie et l'expérience, peuvent être des sortes d'idéaux régulateurs dans ce monde problématique. Voilà. Donc voilà, c'est à partir de ça que alors la question des problèmes pernicieux vient ensuite sur l'appréhension du politique. Merci beaucoup pour votre réponse. Je voulais vous poser aussi une question à propos de l'importance des réflexions philosophiques sur l'éducation. Dans votre livre très intéressant qui s'appelle Éducation et humanisme, lecture de John Dewey, vous abordez peut-être ce problème de manque d'entrée des facultés de philosophie sur l'éducation. Je cite la page 15 de votre livre. Dewey prétendant en effet renouer avec la grande tradition platonicienne de la République, texte qu'il admirait au plus haut point. Il regrettait que les philosophes modernes aient déconnecté la problématique éducative de leur philosophie première au point d'en faire un objet à part, voire un simple appendice de leur métaphysique, de leur théorie de la connaissance ou de leur politique. Que dirait-il aujourd'hui de moi en France, où les départements de philosophie se sont à peu près complètement détournés de toute réflexion sur l'éducation? Donc, quelle est l'importance de philosophie ou réflexion philosophique pour vraiment sortir de cette blocage peut-être, de cette situation de crise, particulièrement dans le cas de l'éducation? Quelle est l'importance de réflexion philosophique sur l'éducation dans la situation actuelle? Oui, alors je confirme le diagnostic sur l'université française. C'est dramatique. C'est dramatique parce que, bon, quand même, quelque part, on pourrait dire que la philosophie occidentale a commencé, enfin, en tout cas, si elle n'a pas commencé, peut-être pas chez Héraclite ou Parménide, mais chez Platon, elle a commencé quand même par une réflexion sur l'éducation. La République, c'est quand même, bon, voilà, la question éducative qui est fondamentale. Et nous avons, alors, déjà, du temps de Dewey, bon, c'était... ça avait commencé, disons, à s'estomper. Mais bon, là, c'est de la culture américaine, c'est un peu spécial. En France, oui, les départements universitaires de philosophie s'occupent d'à peu près tout, de philosophie des sciences, de réflexion éthique, de réflexion politique, etc. Mais pratiquement pas d'éducation. Et donc, c'est surtout au sein des départements dits de sciences de l'éducation qu'il y a des postes de philosophie de l'éducation. Voilà. Et puis, on essaie. J'ai contribué à fonder une société savante qu'on appelle la SOPHIED, la Société francophone de philosophie de l'éducation, qui a pour but d'essayer de promouvoir, de continuer à promouvoir cette philosophie de l'éducation. John Dewey constitue une exception notable dans cette affaire-là, puisque pour lui, l'éducation est le problème philosophique par excellence. Tout part de là, mais tout se ramène là. Donc c'est pas du tout, il définit pas une philosophie avec des principes premiers, etc. Et puis qui s'appliquerait
dans les marges à l'éducation. Donc il dit au fond les problèmes philosophiques sont finalement des problèmes de l'éducation. Donc là c'est fondamental. Et c'est fondamental dans un monde problématique. Parce que, au fond, qu'est-ce qui peut être transmis, qu'est-ce qui doit être transmis d'une génération à l'autre, et puis aussi, qu'est-ce que ça veut dire aider les jeunes à grandir, à se développer. Et donc, dans une société problématique, on ne peut pas, dans un monde problématique, on ne peut pas imposer des solutions. On peut simplement accompagner, conseiller, en ayant tout de même ce que j'appelle une boussole et des cartes. Donc j'emploie dans un livre qui s'appelle « Éduquer pour un monde problématique », j'emploie la métaphore de la carte et de la boussole en reprenant une vieille image de la littérature française qui remonte au XVIe siècle, qui est la carte du tendre, qui est au fond dans les romans de l'époque, de Madame de Scudéry ou autres, c'est des romans sentimentaux, où les jeunes font des expériences amoureuses, et la carte du tendre est une carte qui, avec des villages, avec des fleuves, etc., qui dessine le paysage amoureux de l'époque avec ses dangers, quand on tombe dans la mer des passions, voilà, avec cette idée que de l'amour qui est pas l'amour passion, qui est l'amour estime ou l'amour la tendresse, voilà. Et donc chaque jeune peut se repérer sur la carte, savoir oui tiens je suis tombé là dans ce fleuve, là, comment je vais m'en sortir, ou bien là, dans ce village-là, il faut que je choisisse. Voilà. Donc il y a une carte qui permet, alors avec le cadre de l'époque, ce n'est pas l'amour-passion, c'est l'amour, espèce d'amour courtois. Voilà, donc c'est bien spécifique à la société de l'époque, mais c'est cette idée que voilà, on a une carte et une boussole. Le boussole, c'est cette idée que l'on a de l'amour, et la carte, c'est voilà tout ce qui peut arriver dans ces rencontres amoureuses, avec les pièges, avec les choses à éviter, les chemins possibles. Donc une carte des possibles, des pièges, etc., qui est au fond la transmission d'une expérience. Et ça, ce modèle-là, évidemment, il ne s'agit pas aujourd'hui de revenir à cette idée de l'amour du XVIe siècle, mais cette idée que l'éducation relève au fond finalement de la carte et de la boussole, c'est-à-dire que l'expérience des anciens, ou des parents, des enseignants, c'est une expérience qui ne se transmet, mais qui se transmet non pas sous forme injonctive, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, mais sous forme de moi j'ai beaucoup vécu, j'ai fait beaucoup d'erreurs, voilà les erreurs que j'ai faites, alors dans cette situation-là, fais attention parce qu'il y a ceci, cela. Donc quelque chose qui est de l'ordre de l'accompagnement, du conseil, et en même temps qui ne laisse pas les jeunes dans un relativisme complet, parce que on peut pas faire table rase du passé, l'expérience c'est ce qu'on vit présentement, mais c'est aussi quelque chose qui se transmet par les anciens, par les traditions, etc. Et il n'y a aucune raison, évidemment, de se passer de cette richesse. Voilà un petit peu comment je vois le problème de l'éducation dans ce monde problématique. Avant de passer à d'autres questions, peut-être c'est intéressant de mentionner que avant d'enregistrement de cet épisode, j'ai demandé de mes collègues en Iran, qui sont des philosophes, des artistes, des écrivains, des enseignants, de m'envoyer leurs questions à vous poser. Donc, ce que je vous pose comme question,
C'est aussi leur question. Et d'autres questions que je voulais vous poser, c'est un peu, bien sûr, loin de philosophie de l'éducation, mais je pense c'est très intéressant et très important. Je pense que l'un des problèmes du monde actuel est le problème de la compatibilité des autres cultures avec la culture de la modernité. Cette incompatibilité, je pense, peut-être, c'est une source de la crise dans le monde d'aujourd'hui. Par exemple, la tradition islamique a été présentée comme incompatible avec la modernité occidentale. Ainsi, des différents problèmes sont apparus. Dans votre livre, vous avez parlé des sources de la modernité. On peut les nommer comme la science, les techniques ou le système économique de la modernité qui est capitaliste peut-être, et aussi la culture moderne. Je pense qu'il y a dans le monde musulman une tendance à penser que on peut garantir une compatibilité entre la modernité et la culture islamique en se penchant seulement sur, par exemple, le capitalisme ou la science et les techniques modernes. Je me demande si sans la culture, ça veut dire penser à la culture, une philosophie de la culture, et une telle compatibilité est possible, ou bien les conflits entre la modernité et les autres cultures peuvent être résolus sans penser à la culture. Oui. Alors, bon, c'est... je ne sais pas si ça tient à une spécificité occidentale, mais il y a depuis très longtemps, en gros depuis Montaigne, hein, il y a cette idée de l'humanisme, et donc avec cette idée, rien de ce qui est humain ne m'est étranger, donc cette curiosité occidentale pour les cultures autres. Avec cette idée que les Lumières, hein, le XVIIIe siècle a répandu aussi, que au fond chez les philosophes des Lumières, nous avons des leçons à recevoir des autres civilisations. Hein. En même temps, ce regard sur les autres civilisations est aussi un regard critique. Je pense, vous devez connaître les lettres persanes de Montesquieu, qui justement fait, et c'est intéressant parce que il y a une double critique. Hein. Il y a le persan qui à Paris, qui critique la société parisienne de l'époque, et en même temps il y a l'histoire du harem avec l'espèce d'autoritarisme patriarcal persan qui est évidemment alors moi je trouvais ça intéressant parce que c'est à la fois une curiosité et cette idée que finalement ailleurs il y a des choses qui sont sans doute meilleures et mieux pensées que dans la civilisation occidentale, et en même temps on n'est pas dans un relativisme où tout se vaut, parce que on a aussi nos propres valeurs. Hier vous parliez de cette de ce que nous gardons des Lumières, mais qui est quelquefois un petit peu perverti, c'est cette capacité d'autocritique, cette capacité de distanciation. Alors, ça ne nous empêche pas, à certains moments, d'être extrêmement arrogants et de penser que les autres cultures sont des sous-cultures par rapport à la culture occidentale. Je veux dire, tout ça est très mêlé, mais dans ce que l'humanisme a de mieux, les lettres persanes ou Montaigne, c'est que Montaigne va critiquer la conquête des Amériques par les Espagnols, en disant qu'est-ce que c'est ça, les barbares sont pas ce qu'on croit en fait. Le barbare c'est cette espèce d'invasion militaire
et ces tueries, voilà. Donc et puis finalement, les sauvages, comme ont des leçons à nous donner. Même il y a un passage sur le cannibalisme où il montre que finalement le cannibalisme, bon, c'est pas terrible, mais c'est quand même mieux que ce qu'on fait, les Espagnols font aux prisonniers, etc. Bon, d'accord. Donc voilà. Donc ça, c'est le propre dans ce que la société occidentale a de mieux, ce regard sur l'extérieur. Et cette faculté d'autocritique qui ne conduit pas nécessairement à un relativisme. Ça arrive aussi qu'on ait des attitudes relativistes, etc. Alors, par rapport à l'islam, alors, moi, j'aurais tendance, alors, je suis pas un spécialiste de la question, donc ce que je vais dire, voilà, c'est mon avis personnel, mais il me semble que ceux qui disent que la culture islamique est incompatible avec les valeurs occidentales de liberté, de critique, etc., il me semble qu'ils prennent la culture islamique à un moment où elle s'est rigidifiée. Et moi, je suis assez sensible à ce que, quand on va à Cordoue, par exemple, on s'aperçoit que, bon, il y a Maïmonide, il y a Averroès, il y a l'islam des Lumières. Voilà, il y a eu l'islam des Lumières. Cet islam des Lumières qui, d'ailleurs, finalement, si nous avons au moyen, enfin, dans le Haut Moyen Âge, enfin, si saint Thomas d'Aquin, si si nous avons connu les Grecs, Aristote et Platon, ça vient quand même pour une bonne part du détour par les traductions arabes, etc. Bon, ça c'est un fait. Voilà, donc je pense qu'il y a eu, qu'il y a eu un islam des Lumières, et par conséquent j'ai du mal à essentialiser l'islam en disant, bon, de toute façon, c'est une tradition complètement fermée, juridique, etc. C'est historique, ça. Enfin, je sais pas, je sais pas si dans la société en Iran, c'est ça, mais ce que je connais de l'islam des Lumières, quand j'entends à Cordoue, quand on a Averroès, Maïmonide, etc., qui parlent de la liberté d'expression, on a l'impression que ce sont des philosophes d'aujourd'hui. Donc, j'ai du mal. Alors, il se peut que dans l'histoire, mon idée, mais à vérifier, je suis pas historien de l'islam, que l'islam, à un moment donné, s'est rigidifié, qu'il a été sous l'égide des juristes qui ont tout codifié, et donc il y a eu une phase d'arrêt. Est-ce que c'est quelque chose de définitif ? Moi, je crois pas qu'il y ait des choses définitives dans l'histoire. Je crois que ça peut évoluer. Et donc, je suis pas du tout avec cette idée d'un conflit de civilisation. Non, je pense qu'il y a certaines cultures qui, à certaines étapes de leur développement, se rigidifient, à d'autres moments, elles s'ouvrent, et elles s'ouvrent par le rencontre des cultures. Moi, je suis en train de lire actuellement un travail d'HDR sur l'interculturalité, où le collègue dit, écoutez, il n'y a pas besoin de chercher de l'interculturel, l'idée même de culture, c'est l'idée d'ouverture. Donc la culture occidentale, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une culture qui historiquement, je veux dire, elle ne se nourrit que de ce qui vient d'ailleurs. Enfin, voilà, donc dans l'idée même de culture, il y a l'idée d'ouverture. Évidemment, c'est philosophe pragmatique, Dewey, il peut pas dire autre chose. Hein. Bon, voilà. Donc non, je pense que la civilisation donc de l'islam peut nous apporter des choses, et je pense qu'elle peut intégrer cette réflexion. Alors voilà, c'est les Lumières en fait, c'est l'islam des Lumières qu'il faut retrouver. Et aujourd'hui, il y a bon, moi je connais, bon, il y a des intellectuels en France. Qui travaille je sais pas si vous connaissez Bidar, Abdelmour Bidar, etc. Des gens comme ça qui essaient de retrouver. Alors évidemment, ils sont
ils sont un peu hétérodoxes quand ils défendent un existentialisme. Bon, alors évidemment, bon, avec comment dirais-je, la réflexion, une réflexion théologique sur l'islam, en disant bon, Dieu laisse à l'homme le soin de Dieu se retire. Comment vous dites l'expression, je sais plus. C'est pas la soumission à Dieu, quel est le vocable qu'il traduit par soumission? L'islam, non. Ou c'est pas la soumission, c'est au contraire Dieu qui, on trouve ça chez Jonas dans le judaïsme, hein, voilà. Bon. Alors, il y a des efforts, et puis, Rachid Benzine, non, c'est pas ça. Oui, il y a moi, j'ai beaucoup aimé mais, voilà, il y a un effort de certains philosophes aujourd'hui pour retrouver cette inspiration. Et à ce moment-là, il y a un dialogue possible. Il y a un dialogue possible, mais, alors, si l'islam acceptait ça, il serait entraîné dans cet univers problématique d'autoréflexion. Et on comprend que ça soit, comme je disais tout à l'heure, c'est contre les intégrismes, contre les rigidifications des traditions, ce qui demande un certain courage. Il faut oser affronter ces problèmes-là. Oui, peut-être c'est exactement ici, à mon avis, une contradiction qui existe dans le monde musulman aujourd'hui, que sans une formation, éducation à la démocratie, où il y a la culture moderne, on peut trouver cette compatibilité. Et seulement avec la technique et tout ça, on peut trouver un pont, possibilité de dialogue avec la culture moderne. Oui, mais alors là, c'est la pire des choses, parce que prendre le capitalisme et la technique sans l'effort de réflexion éthique et politique, alors là, c'est la catastrophe absolue. Oui, exactement. Parce que je pense, peut-être dans le monde musulman, il y a cette tendance de dire que, par exemple, la question de la démocratie, c'est un choix civilisationnel pour dans la modernité occidentale et tout ça. Et je me demande vraiment, est-ce que cette tendance à faire de la démocratie, qui est la culture de la modernité, et essayer de faire de cette démocratie, retrouver dans cette démocratie une éthique ou une pédagogie, c'est un choix philosophique issu de valeurs intrinsèques de la démocratie, ou bien c'est un choix civilisationnel? Alors c'est pas un choix civilisationnel au sens où ça n'est pas si répandu que ça. Hein. Moi, c'est quelque chose que j'ai pris chez John Dewey, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un lien très fort entre éducation, démocratie et philosophie. Hein. Puisque les problèmes philosophiques sont des problèmes éducatifs, quelles sont les conditions de l'éducation dans cette option pragmatiste? Bon, l'éducation, c'est l'accroissement de l'expérience individuelle, ce qui suppose une dialectique entre le sujet et son milieu, hein, voilà, une adaptation, mais une adaptation, pas une adaptation au milieu, une dialectique comme dit Dewey, de transaction, c'est-à-dire que on s'adapte au milieu, mais il faut aussi adapter le milieu au sujet. Hein. Donc c'est une adaptation active, pas simplement passive, comme dans l'idée des empiristes du XVIIIe, Locke, etc. C'est pas simplement recevoir des impressions de l'extérieur, comme la fameuse métaphore de la cire molle. Hein.
Le sujet modifie son milieu et se modifie en fonction de son milieu. Et donc, un accroissement d'expérience, comme je disais tout à l'heure, qui n'est éducative que si l'expérience est ouverte. Parce qu'il y a des expériences qui sont des impasses. Si je prends de la drogue à un certain moment, voilà, c'est une expérience qui va se fermer complètement, qui n'aboutit à rien, etc. Donc l'éducateur veille au maintien de l'ouverture de l'expérience, donc une expérience qui est ouverte à l'avenir, c'est-à-dire ouverte sur d'autres expériences et sur l'expérience des autres, sur la coopération. C'est ça l'éducation. Et ça dure normalement tout au long de la vie. On n'est pas la fin de l'éducation, c'est la fin de la vie, hein, puisque voilà, c'est l'expérience doit s'accroître et se complexifier, se ramifier, etc. Quelles sont les conditions sociétales de cette éducation? Voilà, c'est la démocratie. Parce que la démocratie est le mode de vie, et je ne parle pas de régime politique, hein, le mode de vie qui permet le maximum de liberté et d'ouverture de cette expérience. Donc tout est lié, hein, éducation, démocratie et philosophie. La philosophie pense cette affaire-là, pense l'expérience, pense les conditions de l'expérience. J'ajouterais un autre thème, c'est l'idée d'environnement. Alors ça, c'est le travail de Joël Zask, là, qui montre comment la démocratie est liée à l'écologie, en gros. Essentiellement, puisque si l'expérience est transaction entre le sujet et son milieu, eh bien, le développement de l'expérience suppose une attention au milieu environnant. Donc, d'essence, c'est lié tout ça. Hein, démocratie, écologie, éducation, et voilà. Mais évidemment, dans l'histoire, hein, il arrive que ces choses soient désarticulées. Bien qu'elles soient liées de manière essentielle, dans l'histoire, il y a des démocraties qui ne sont pas forcément ouvertes aux problèmes écologiques, et il y a on pourrait envisager de résoudre les problèmes écologiques autrement que par la démocratie. Bon, voilà. Donc tout ça est lié. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, merci. Je pense c'est évident que voilà, il y a une valeur intrinsèque à la démocratie. Oui, mais voyez, aujourd'hui, on vit aussi une crise de la démocratie représentative. Je pense en Occident en général, hein, quand on voit à la fois Trump aux États-Unis, la montée des radicalismes de droite et de gauche en Europe. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles la démocratie représentative est en crise, c'est parce que la société n'est pas assez démocratique. C'est-à-dire ce que disait Dewey, il disait au fond la démocratie représentative ne peut tenir que si la société est démocratique. C'est-à-dire que si dans la famille, j'ai pas l'habitude de discuter des décisions à prendre avec mon épouse et même mes enfants, si à l'usine ou au bureau, l'autorité s'exerce de manière verticale, etc., alors la démocratie comme régime politique est quelque chose de complètement artificiel. Et voilà. Ici, je peux trouver un rapprochement entre John Dewey et Jacques Rancière. Bien sûr que vous savez, il existe chez Rancière cette définition de démocratie comme forme d'expérience, et je pense qu'il y a un rapprochement entre les deux philosophes qui peut-être nous conduit vers une autre question, à savoir
Quel rapport entre éducation des sens ou éducation esthétique avec l'éducation à la démocratie? Est-ce que l'éducation, nos possibilités de reconfiguration sensible du monde commun est important dans la voie vers une démocratie, ou ce n'est qu'une vision romantique comme on voit chez Schiller? Ah, alors, l'esthétique, oui, alors, vous savez, moi, j'ai pas étudié de manière très approfondie la question esthétique, hein. Mais j'ai travaillé le livre de Dewey, l'art comme expérience, hein. Et évidemment, si on suit cette direction, au fond, la question que pose Dewey, c'est de dire qu'est-ce qu'une expérience esthétique. Et donc, son idée, c'est de ne pas séparer la question des beaux-arts de la question de l'expérience quotidienne. Donc il n'y a pas d'un côté l'expérience quotidienne, de l'autre côté l'expérience du beau qui serait cantonnée dans des musées ou dans des gestes de création artistique. Donc il essaie de faire se rencontrer l'expérience quotidienne et l'expérience artistique. Et donc qu'est-ce que c'est qu'une expérience esthétique? Une belle expérience. C'est une belle expérience. C'est aussi une expérience authentique, complète, qui apporte quelque chose, voilà. Et en ce sens-là, une expérience, donc ça peut être une rencontre. Aujourd'hui, là, nous faisons une rencontre. C'est une belle expérience. C'est une expérience complète, ouverte. Et donc voilà. Alors ça peut être aussi, je promène dans la nature, je vois un bel arbre, je vois un lac avec des cygnes, etc. Bon, il y a une émotion, voilà, ce qu'on évoquait hier, les classes du dehors, le contact avec la nature. Bon, c'est vrai. Et puis c'est aussi devant un tableau, devant Alors qu'est-ce que c'est qu'un tableau? Qu'est-ce que c'est qu'une sonate ou une symphonie ou un poème? C'est une façon d'exprimer, et avec un langage, des techniques particulières, la beauté d'une expérience. Et donc voilà, et donc tout ça est lié parce que la possibilité d'une esthétique de l'expérience est liée. Voilà, que si l'expérience du beau ou l'expérience esthétique est une vraie expérience, eh bien tout ça est lié aussi à la possibilité d'avoir de vraies expériences. Et donc ça suppose des conditions de liberté, par exemple, hein, qui font que oui, j'ai le droit de m'extasier devant ce que je trouve beau. Donc il faut qu'il y ait la possibilité, alors je sais pas si la culture musulmane le permet, ça, l'ouverture à la musique, l'ouverture à la peinture, etc. Donc s'il y a de l'iconoclasme ou s'il y a voilà, évidemment ça limite l'expérience. Bon, ça limite l'expérience. Voilà, donc je pense que, alors, si c'est la possibilité de vivre des expériences authentiques, on pourrait penser que c'est effectivement une ouverture vers la vie démocratique. Et donc que l'éducation artistique a un sens politique au sens large, hein, c'est-à-dire au fond, voilà. Donc elle fait partie de cette éducation au politique que l'on cherche à promouvoir. Alors, on n'a pas travaillé cet aspect-là, mais bon, j'ai des collègues qui le font. Alors, c'est quand même retrouver quelque part l'idée de Schiller, hein, de l'éducation esthétique de l'homme, hein. Alors avec le romantique ou pas, effectivement, mais on a bien l'impression que chez Dewey en tout cas, il y a
l'expérience esthétique, c'est une expérience de l'intensité. Et elle est proche, et il est proche de la religion. Une religion séculière, mais ce que j'explique dans mon bouquin, là, c'est qu'au fond, il y a une espèce. Alors, la poésie et la prière sont liés, quoi, en fait. Voilà. Alors, c'est pas forcément une prière à un dieu personnel. Ça peut être panthéiste, ça peut être. Mais enfin, il y a une espèce d'élévation de l'âme dans l'intensité qui est une sorte qui voilà, correspond à une espèce de mysticisme. Alors, on peut dire romantique, on peut dire de mysticisme séculier. Hein, voilà, mais là, on est proche de l'expérience religieuse. Merci beaucoup, professeur Michel Fabre, d'avoir partagé votre savoir avec nous. C'était un vrai plaisir de vous recevoir dans notre podcast Europé. Nous continuerons à lire vos ouvrages sur l'éducation et nous espérons vous recevoir encore à Louvain-la-Neuve. À très bientôt et au revoir.